Salut à tous, bienvenue dans le plein écran et bienvenue ici à San Francisco, presque notre ville d'adoption. Souvenez-vous, il y a quelques mois, en juin dernier, nous étions à La Baule, autre ville de bord de mer, pour le California Tech Showcase, cet événement où des startups du monde de la technologie californienne venaient se présenter aux financiers et au marché européen. Et bien cette semaine, à quelques kilomètres au sud d'ici, c'est le match retour, le Euro Tech Showcase, où des startups, mais cette fois françaises, européennes, viennent se présenter au capital risqueur et au marché, à toute la Silicon Valley. Un événement un peu particulier, évidemment, du fait de la crise du crédit, du fait de la récession qui se fait déjà sentir ici. Pourtant, vous allez le voir, ici, pendant la crise, le business et l'innovation continuent. Regardez, c'est le sommaire. Cette semaine, plein écran sillonne la Silicon Valley, mais un peu à l'heure française. Des Français venus voir de plus près si la réalité de la vallée est à l'échelle de leur rêve d'entrepreneur. Des startups européennes aussi venues en Californie tenter de séduire des investisseurs ou de nouveaux clients lors d'un événement pensé pour elles. Un peu comme un speed dating pour start-upers, pas toujours facile, surtout quand la crise s'invite dans la discussion. Justement, pour savoir comment la récession touche le secteur, nous irons aussi pousser la porte de certains Français qui ont sauté le pas, ont lancé leur start-up ici et s'adaptent à la nouvelle donne. Dans la seconde partie de l'émission, coup d'œil sur le reste de l'actualité de la semaine avec des géants du web qui renoncent à certains de leurs projets, avec des ordinateurs de plus en plus puissants et avec le premier téléphone à écran pliable. Enfin, coup d'œil sur l'actualité du jeu vidéo avec en guest star Lara Croft, une star du jeu en 3 vraies dimensions. Plein écran, saison 5, épisode 13, ça commence maintenant. Bienvenue à San Francisco, porte d'entrée d'une vallée qui est aujourd'hui la première puissance mondiale de l'innovation. C'est ici par exemple que sont concentrés la moitié des investissements de capital risque aux États-Unis. Ici que l'on trouve aussi le plus de prix Nobel au kilomètre carré. Ici également que s'inventent les nouvelles pratiques du business mondial, toute la culture des startups, nées du numérique, de l'internet et plus récemment des technologies vertes, celles-là même qui promettent de sauver le monde, rien que ça. Autant de ressorts pour une économie qui serait dans le top 10 mondial si la Californie était un État indépendant. Pas de quoi pour autant oublier la crise qui sévit ici, même si le rêve, lui, reste intact. La Silicon Valley, deux mots dont la force d'évocation suffisent aujourd'hui à générer une nouvelle race de tourisme industriel. Voici par exemple la dizaine de participants français du Geek Trip, un voyage en immersion totale dans l'économie de l'Internet. Une semaine passée à sillonner les routes de San Francisco à San José à la découverte des startups petites et grandes qui font le tissu innovant de la vallée. À la tête de cette délégation hétéroclite, Philippe Jeudi, entrepreneur et organisateur du Geek Trip, qui a ouvert son carnet d'adresses à ses touristes start-upers. La bonne nouvelle pour les moins anglophones, c'est que la Silicon Valley regorge de Français. Témoin le premier rendez-vous de la journée chez un grand opérateur mobile bien connu de nos services. Un grand opérateur qui a un petit bureau en Californie pour faire la veille du marché américain. Un premier contact comme une illustration de la manière dont les choses se font ici. Un environnement du business où se faire des contacts est souvent plus simple et où l'on n'hésitera rarement à vous recevoir pour vous expliquer son activité en quelques slides de PowerPoint. Et donc l'intérêt pour nous c'était de dire pourquoi Bouygues Telecom a un bureau aux États-Unis. Donc on leur a décrit un petit peu nos activités et puis de dire voilà, comment on fait le business aux États-Unis avec les entreprises locales. Comment est-ce que l'innovation transite de notre bureau vers la France? Et puis, quelles sont nos productions et quelles sont les thématiques du moment de la Silicon Valley. Donc sur les réseaux ouverts, sur les réseaux sociaux, sur les applications qui sont le futur des sonneries de demain. Donc voilà, beaucoup de thèmes. Si nos petits Français enchaînent les rendez-vous, ce n'est pas juste pour apprendre le vadémécum du business à la californienne, mais aussi pour trouver de nouvelles idées, pour tenter de deviner de quoi l'avenir du web sera fait. Exemple au rendez-vous suivant, chez un nouveau moteur de recherche, il n'y a plus qu'à en trouver l'adresse. On cherche un moteur de recherche. C'est ça. Voilà. Le moteur, c'est SearchMe, un moteur visuel graphique à 1000 lieues de la recherche en mode texte. Pour faire la démo, Randy Adams, 60 ans, un vétéran de l'industrie, lui a travaillé avec Steve Jobs ou encore au début de Yahoo. Il a surtout derrière lui la création de 7 startups successives. Est-ce l'homme ou le produit? Toujours est-il qu'à la sortie, on sent nos visiteurs complètement sous le charme. Alors là, la réunion superbe. Make my day. La journée peut s'arrêter. C'était superbe.
Et pour moi, c'est vraiment une vision fantastique de ce qui va se passer dans la recherche. Parce que la recherche n'a pas beaucoup évolué depuis 10 ans, entre 1998 et 2008. Et là, c'est une façon complètement révolutionnaire d'aborder la façon de chercher des informations, avec la possibilité d'avoir ces informations qui sont pré-classées, ce qui fait que la recherche est beaucoup plus fine. C'est très inspirant, effectivement, parce que ça montre un peu la température autour des moteurs de recherche. Finalement, le moteur de recherche, aujourd'hui, on utilise Google, 60% de part de marché dans le monde, et les moteurs de recherche n'ont pas vraiment changé, à quelques rares exceptions près, qui font de la cartographie de résultats. On a toujours eu un listing de résultats, et puis dedans, des petites innovations du style une petite image qui va apparaître, ou bien une petite vidéo qui va apparaître. Là, on change complètement de paradigme, et on part dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un OS en ligne, et qui est vraiment basé avant tout sur le média, et puis après sur les, on va dire, sur les résultats texte. Une semaine passée à écouter, à questionner beaucoup, à commenter en groupe aussi. Si tous ici ont des parcours très différents, la passion, elle, est la même. En tout cas, quelqu'un qui est curieux, qui a une empathie, qui est ouvert, il y a une vraie richesse et c'est assez amusant parce que c'est pas le premier que j'organise. Et dès le départ, j'ai vu tout de suite les connexions se faire. Donc c'est effectivement des gens qui ont avant tout une ouverture et bon, tu as à la fois un gars qui a levé de l'argent avec sa société, qui est déjà bien, qui a des rendez-vous assez importants, et puis quelqu'un qui s'interroge, qui veut choisir sa voie. Ils se parlent comme d'égal à égal. Et ça, c'est fantastique. Coût du voyage, quelques milliers d'euros, vol et hôtel compris. Après tout, pour les geeks, ça vaut largement une semaine de farniente sur une plage. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher et ça dépayse au moins autant. Voilà, en une minute, pourquoi nombre d'entrepreneurs français rêvent à venir s'établir dans la vallée. On entend dire de France que c'est un pôle de dynamisme extrêmement fort, où la confiance est accrue, où il y a beaucoup de financiers, il y a beaucoup de start-upers. Donc il semble qu'il y a un écosystème qui soit plus porteur qu'en France. La réalité derrière, je ne la connais pas, mais on entend parler de certaines personnes qui réussissent. Donc ça fait envie, ça attire les gens, ouais, c'est vrai. Donc je suis venu me dépoussiérer l'esprit. Je suis venu ressourcer un petit peu mes rêves pour me dire faut continuer à y croire, parce qu'en France on te pousse plutôt vers les tiroirs qui existent et en gros ils veulent pas trop changer les meubles, donc tu es obligé de garder les tiroirs qui existent. On tue la possibilité de vivre son rêve, c'est-à-dire que tout de suite, en gros 99% des gens, quel que soit leur statut, quelle que soit leur position, vont te dire mais tu es fou de rêver ça, enfin c'est irréalisable. Mais c'est possible que ce soit irréalisable, mais faut-il encore qu'on puisse laisser la personne rêver son rêve et laisser vivre son rêve, et puis si elle se casse la gueule, ça sera que de l'expérience. Et en gros, on a l'impression que c'est cosinus sinus en France, c'est-à-dire que tu es limité en bas et en haut. Tu ne peux pas dépasser, alors que ici on voit Google, HP, et que sais-je encore, ils ne sont pas partis de choses qui existaient déjà, ce n'étaient pas des boîtes d'État, ce n'était pas issu de la planification de Gaulle. En gros, c'est des mecs qui sont partis avec des idées, des rêves, et puis de proposer quelque chose à tout le monde. Ça, en France, j'ai pas l'impression qu'on puisse y arriver. L'autre groupe de Français venus tester sur place leur rêve de Silicon Valley, on le trouvait à quelques kilomètres de Palo Alto, dans ce grand hôtel, théâtre du Eurotech Showcase, un événement organisé sur fond d'une conférence sur le capital risque. De quoi se faire rencontrer entrepreneurs, porteurs de projets et quelques dizaines de capital risqueurs qui ont tous payé 2000 $ pour espérer trouver ici la perle rare, la start-up qui multipliera leur investissement par 10 ou par 100. Une atmosphère très business donc, où s'enchaînent les rendez-vous privés, les rencontres fortuites et les conférences sur scène de financiers, de chefs d'entreprise ou de spécialistes, tous venus disséquer les raisons qui font d'une start-up un succès ou non. Une conférence prévue de longue date mais qui tombe 2 mois tout juste après le début de la crise boursière. De quoi impacter fortement, comme on dit, la teneur des discussions, même si pendant la crise, les affaires continuent. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Rien ne sert de paniquer. Mais les consommateurs et les entreprises vont avoir moins d'argent à dépenser. Il va y avoir plus de chômage, beaucoup de gens ici ont perdu leur maison. Et forcément, ce n'est pas le climat le plus porteur pour lancer de nouveaux produits. Ce que j'ai dit sur scène, c'est que le passé nous a prouvé que l'innovation ne s'arrête jamais et que les meilleurs arrivent toujours à résister à la récession justement en innovant.
Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est le meilleur moyen de s'en sortir. L'idée du Eurotech Showcase, c'est de permettre à une cinquantaine de startups européennes de se présenter au marché américain et de faire la démo de leur idée ou de leur produit. Par exemple, dans cet espace qui leur est réservé et où Plein Écran a fait son marché. Dans le lot, beaucoup de sites ou de produits vraiment prometteurs comme Blue Kiwi. Blue Kiwi, c'est un peu un condensé des technologies du Web 2.0, mais appliquées aux entreprises. L'idée de Blue Kiwi, c'est vraiment d'importer à l'intérieur de l'entreprise les usages qu'on connaît sur le web qui sont assez spectaculaires pour la mise en relation des individus et d'essayer d'adapter aussi, parce que le Web 2.0, c'est pas l'entreprise de zéro. Donc, il faut vraiment adapter ça à un contexte professionnel. Donc, c'est ce qu'on fait avec Blue Kiwi. On propose une solution logicielle qui permet de créer, d'animer de puissantes communautés, mais qui sont des communautés professionnelles, des communautés business. Imaginez ainsi un intranet d'entreprise où chacun pourrait se présenter, indiquer ses centres d'intérêt, professionnels ou personnels, tenir ses équipes au courant de ses activités du moment ou tenir son blog. Un système capable de vous dire quels collaborateurs ont des expertises ou des profils comparables et qui travaille avec qui. Bref, un vrai moteur du changement à l'intérieur des entreprises. Donc oui, ça implique une modification de sa façon de voir le business et de travailler. Et tu sais, quand le mail est rentré dans l'entreprise aussi, je ne pense pas que la rupture soit plus importante. Ça va peut-être prendre du temps. Il y a surtout des gens qui sont plus éclairés que d'autres. Tu sais, si nous on prend que les gens éclairés, on est très content parce qu'on aura des clients très intelligents qui vont nous permettre de faire évoluer notre produit très vite aussi. Blue Kiwi qui n'est pas venu ici lever de l'argent, ça tombe bien. L'argent du capital risque, un nerf de la guerre qui vaut désormais très cher. On y revient après la pause. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Plein Écran. Dans la seconde partie, juste après le journal, nous continuerons de passer en revue les projets de toutes les jeunes pousses, toutes les startups venues ici trouver de l'argent ou des clients. En attendant, si vous n'avez pas la patience d'attendre le temps du journal, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission dès maintenant en podcast sur www.lci.fr, rubrique podcast. Tout de suite sur LCI, c'est le journal. Retour dans Plein Écran, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette seconde partie, toujours ici à Redwood Shores en Californie, quelque part entre San Francisco et San José, bref, au cœur de la Silicon Valley, pour suivre le Eurotech Showcase et toutes ces entreprises européennes venues tenter de conquérir le marché américain. En attendant de retrouver les meilleures d'entre elles, un coup d'œil sur tout le reste de l'actu technologique de la semaine. Vous allez voir, ça se passe sur le web. On commence cette actu de la semaine avec deux records de vitesse. D'abord celui signé dans nos PC par le i7, le nouveau processeur d'Intel arrivé ces jours-ci dans le commerce. Le i7, nouvelle génération des processeurs à 4 cœurs, un petit monstre de performance, moins gourmand en énergie que ses prédécesseurs. Un processeur à réserver pour l'instant aux machines les plus haut de gamme, comme celles des joueurs et de tous ceux qui sont prêts à investir dans leur PC, et pour cause. Pour vous payer le plus rapide des processeurs, il faudra compter autour de 1 000 € sans le PC qui va autour. L'autre record dans une informatique qui, elle, n'a rien de personnel, c'est celui d'IBM qui garde la tête du classement des supercalculateurs grâce à Roadrunner, la très grosse machine de simulation des laboratoires californiens de Los Alamos. Vitesse de calcul affichée, plus de 1000 pétaflops, soit, accrochez-vous bien, 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Une puissance de feu dédiée à des outils de simulation du climat, de modélisation ou de visualisation. Juste pour rire, on serait curieux de savoir à quoi ressembleraient des jeux vidéo pensés pour de tels monstres, pour avoir une idée de ce que l'on pourra trouver sur console dans une quinzaine d'années. Google ferme les portes de Lively. Lively, c'est, ou plutôt c'était, la première tentative de Google d'investir les mondes virtuels en ligne. Un univers où l'on peut créer son avatar, se retrouver entre amis, construire son environnement et gérer cette nouvelle vie parallèle. Une expérience qui se terminera à la fin de l'année quand Google éteindra définitivement les serveurs de Lively, comme il vient de l'annoncer un peu par surprise. L'histoire ne dit pas combien d'internautes y avaient créé leur avatar, mais peu importe.
portes. Si la fermeture de Lively frappe le monde du web, c'est par sa précipitation, 4 mois seulement après que Google en ait ouvert les portes. Surtout, si Google n'a plus les moyens de porter à bout de bras des projets en devenir, c'est peut-être que la crise est plus grave que prévu et frappe aussi des géants que l'on croyait trop gros pour en souffrir. Une nouvelle douce amère aussi pour le concurrent Second Life. Si Google ferme Lively, c'est probablement que le business de ces mondes parallèles est lui aussi entièrement virtuel. On termine ce tour d'horizon de la semaine avec des images tout bonnement ahurissantes, des images un peu floues, un peu tremblantes, du premier prototype de téléphone mobile à écran pliable. Promis, juré, ce que vous voyez ici n'est pas de la science-fiction, les images ne sont pas truquées. L'appareil est en fait un concept dévoilé par Samsung au Japon lors d'un salon spécialisé dans les écrans. Ça tombe bien, c'est aussi le premier métier du constructeur coréen. Un prototype qui promet et une technologie qui permettrait de concilier l'inconciliable, soit un téléphone qui tiendrait vraiment dans la poche, mais avec un vrai grand écran. De quoi imaginer la même chose dans des baladeurs, des livres électroniques et des consoles de jeux portables. Nous voilà bien. Il va falloir changer tous nos gadgets. On reprend cette exploration des startups du Eurotech Showcase avec Goodjet, jeune entreprise toulousaine déjà rencontrée il y a un an. Goodjet, c'est ce système de petits widgets gratuits sur son téléphone mobile, comme une interface vers ses sites, ses outils, ses informations préférées. Une interface que l'on peut gérer sur son téléphone ou directement sur le web. Aujourd'hui, le système fonctionne, le nombre d'utilisateurs décolle assez pour venir tâter le marché américain. Alors nous, notre raison numéro 1 et principale, c'est de se faire une idée du marché américain. Dans l'IT, dans l'informatique d'entreprise, on sait que l'Amérique, c'est le leader, il faut absolument être là. Dans la mobilité, c'est un petit peu plus difficile. On regarde beaucoup ce qui se passe à l'Est, le Japon, la Corée du Sud. En Europe, bien évidemment, historiquement en effort, on a les plus grands fabricants de devices, challengés sur plusieurs fronts, mais c'est quand même très très fort. Maintenant, pour réussir vraiment une société, il faut être international, je pense, bien qu'on ait une très très bonne traction en France. Et on se pose des questions sur les priorités. Faut-il aller aux US maintenant, ou faut-il aller en Inde, ou faut-il aller au Japon, ou faut-il rester en Europe et se focaliser en Europe? Donc on a beaucoup appris, je parle avec des opérateurs, je parle avec d'autres startups qui ont les mêmes problématiques que moi, je parle avec des partenaires potentiels pour distribuer du contenu sur la plateforme et on va se faire une idée sur la priorité qu'on doit y donner. Autre outil, grand public, Gigatribe, un logiciel peer-to-peer d'un genre un peu nouveau, à même au moins d'éviter les accusations de piratage. C'est pas du tout la même philosophie puisqu'on cherche à entrer en contact avec ses amis, on ne cherche pas un contenu précis, on cherche à retrouver les gens qu'on connaît déjà et à partager avec eux les gigas de photos, de vidéos personnelles qu'on a enregistrées sur son disque dur. Dans sa version de base, Gigatribe est gratuit. La société gagnera sa vie grâce à une version premium vendue par abonnement pour une $30 par an. Du peer-to-peer toujours, mais pour les entreprises, cette fois c'est l'idée d'Amalto qui permet d'échanger non pas des photos de vacances, mais ses documents de travail et surtout des factures de manière simple et sécurisée. De quoi pousser les entreprises à abandonner les documents papier. Quand on regarde un petit peu les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 10 à 15% des fournisseurs d'une grande entreprise qui sont dans cette logique de dématérialisation et en général les fournisseurs les plus importants. Évidemment, encore une fois, c'est lié justement à la complexité des solutions qui étaient au moins jusqu'à présent disponibles sur le marché. À mi-chemin entre les pros et le grand public, les livres électroniques d'Irex Technologies qui montraient ici ce livre, grand modèle, parfait pour lire des pages A4 ou compulser son quotidien favori. Pratique, un stylet permet de zoomer sur l'article ou la photo de son choix. Pour autant, Irex ne pense pas que le grand public soit dès aujourd'hui prêt à se convertir au livre électronique. En fait, c'est assez clair. Quand on regarde ce que les 25-50 ans lisent dans une journée moyenne, ce sont plutôt des documents qui ont trait à leur travail. Et ce marché-là est bien plus grand que celui des particuliers qui lisent des romans. Autre technologie prête à investir le marché américain, celle des boîtiers triple play capables de recevoir la télévision, par internet ou pas, mais aussi de jouer de la musique, d'afficher des photos ou des vidéos, forcément vues de France.
Ça ressemble à des choses que l'on connaît bien. Aux États-Unis, Wayplay, qui a conçu l'appareil, croit dur comme fer à un marché qu'ouvre la convergence. On a parié sur justement la convergence de ces différents marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien séparé entre le monde de la télé et le monde du PC. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez un produit informatique, un tuner TNT, que vous avez un produit télévision qui est connecté avec une prise Ethernet, il y a une vraie convergence et la limite entre les deux est assez ténue. Et je pense que rapidement, on aura une convergence, y compris dans les rayons des magasins, entre ces deux familles de produits. Dernière start-up de notre petite sélection, Right People, une technologie de recherche de personnes sur le web pour trouver quelqu'un comme un moteur de recherche trouverait une page web. Sur la plupart des réseaux sociaux, on va passer de gadgets et d'amusement à de l'utilité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux parlent essentiellement d'amis et d'amis d'amis, etc. C'est sympa, c'est fun et tout ça, mais au bout d'un moment, beaucoup de personnes disent « j'ai passé un temps fou à rentrer 300 amis sur Facebook ou sur un autre réseau, mais si j'ai un vrai besoin finalement, il faut que je regarde l'ensemble des 300 profils pour trouver la bonne personne qui peut m'aider, et finalement, c'est pas si pratique que ça. » Reste que venir à Eurotech Showcase n'est pas pour toutes ces startups une garantie de lever de l'argent ou de réussir sur le marché américain. Pour ce faire, il y a d'abord quelques règles de base qu'il faut bien comprendre. Ils ont besoin de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls et qu'ils sont en concurrence avec des entreprises du monde entier qui rêvent de faire du business avec Cisco, avec Intel, avec Yahoo, Google et les autres. Et à partir de là, je crois qu'il faut savoir s'adapter, se préparer, se donner les moyens de réussir aux États-Unis en mettant en place les ressources humaines, les ressources financières pour faire bon effet. On n'a qu'une chance de faire une première bonne impression. Et je crois que l'idée du Eurotech Showcase, c'est précisément ça, c'est de leur permettre de rentrer en contact avec les clients, les partenaires, les investisseurs potentiels. On a en amont de la manifestation des séances de training, de coaching. On se déplace à Paris, à Munich, à Londres. Et c'est vraiment l'esprit, c'est de les préparer aux opportunités qui peuvent se présenter lors de l'événement. Retour à San Francisco où l'on passe du rêve à la réalité, venir lancer une start-up dans la Silicon Valley, beaucoup en parlent. Loïc Lemer, lui, l'a fait l'année dernière. La start-up, c'est Sismic, un site de conversation vidéo entre internautes. Un site qui, pas plus que les autres, n'échappe aux contraintes d'une récession dont on ne sait pas vraiment combien de temps elle va durer. Le nouvel enjeu pour les start-up qui ont toutes dû faire des choix, souvent réduire la voilure, en clair licencier. Ici, c'est une dizaine de personnes qui ont dû quitter Sismic, presque la moitié des employés de l'entreprise. Un retour forcément brutal à la réalité et un cycle croissance-récession qui apparemment a été intégré par les employés des start-up. Il faut quand même rappeler qu'on est dans la Silicon Valley. Et quand on crée une entreprise dans la Silicon Valley, les employés, les salariés ont une attitude qui est totalement différente d'une grande entreprise ou de partout ailleurs dans le monde, à mon avis. Ils sont tous là en ayant très conscience du risque. Ici, les gens, quand ils rejoignent une entreprise, se battent d'abord pour les stock options et après pour le salaire. Mais ils sont aussi très conscients du risque. Ils savent qu'il n'y a pas plus risqué que d'arriver de travailler dans une start-up. Et donc, malheureusement, quand les mauvaises nouvelles arrivent, ils sont presque pas surpris, en fait. En coupant dans le vif, Sismic s'est garanti 3 ans de tranquillité sans besoin d'aller chercher de nouveaux financements ou même de chiffre d'affaires. De quoi voir venir, presque de quoi trouver des vertus à la crise. Voilà en moins de 2 minutes tous les bons côtés de la récession. Les récessions sont des phases qui sont plutôt intéressantes pour les investisseurs parce que les valorisations baissent. Malheureusement pour nous, entrepreneurs. Mais je crois absolument pas, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que les investissements vont disparaître. Ils vont être au ralenti. C'est vrai qu'il y a une phase de 6 mois, mettons, je pense, où tous les investisseurs vont attendre un peu de voir ce qui se passe et laisser la machine à laver faire son travail. Et ensuite, il va y avoir quelques pépites sur lesquelles ils vont tous se jeter. Avant cet effondrement des marchés, les investisseurs entouraient les startups en leur disant ce qu'il faut, c'est avoir des millions d'utilisateurs, le fameux traction. Et là, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus finalement classique pour une entreprise, c'est d'atteindre le point d'équilibre le plus vite possible. C'est plutôt ça, mais il faut quand même voir qu'il y a pas mal de modèles comme YouTube ou comme Facebook même, qui n'auraient jamais pu voir le jour sans un financement et sans des pertes année après année, parce que ça coûte cher de lancer ce genre d'entreprise.
Pendant la crise, les opportunités sont en fait supérieures à mon avis qu'en période de croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de concurrence. Donc moi j'avais des concurrents qui étaient en train de lever des fonds, on n'y arrive pas. Et c'est malheureux pour eux, mais c'est quand même une innovation au ralenti, c'est aussi une opportunité. Il y a aussi moins de demandes des utilisateurs finaux de gratuité. C'est-à-dire que les gens vont réaliser que tout n'est pas gratuit et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, ça a un coût. Et c'est vrai qu'il y a eu une tendance, développée beaucoup d'ailleurs par Facebook et d'autres, tout est gratuit. Et donc, bien sûr, on va avoir un plan payant mensuel sur Sismic qui sera optionnel, la base sera gratuite. Mais je crois que ça, c'est un aspect positif. C'est-à-dire les gens comprendront très bien que tout le monde a besoin d'un business model. Illustration par l'image des usages de Sismic, enregistrés comme ici, un petit message à direction du million d'utilisateurs du site. Vous allez pouvoir passer à la télé. Peut-être. Tous. En fait, la question qu'on se pose, c'est pour ça que je suis venu voir le grand garçon qui est là, c'est de savoir comment la récession va toucher les entreprises du web. Comment, lesquelles vont être les plus touchées et comment elles peuvent faire pour s'en sortir. Et donc, vous répondez, vous appuyez sur le reply là-haut, là, ça dépend où vous regardez. Et puis, avec vos vidéos, on va vous mettre à la télé. Voilà. Les startups vont être coincées entre une stratégie de revenu, qui n'est pas forcément la même, une stratégie pour créer un phénomène, mais les acheteurs n'achètent qu'un phénomène. C'est-à-dire que Google ne va pas acheter un revenu de 10, 20, 30 et même 50 millions de dollars, ça leur paye à peine le cuistot. Et ils l'ont déjà payé le cuistot. Ce que je me dis, c'est qu'on va devoir attendre un bon moment avant de pouvoir être embauché par une boîte qui bosse dans le Web 2 actuellement. Ça va d'une manière générale baisser un certain nombre d'innovations qui sont coûteuses au départ, mais peut-être en favoriser d'autres. L'innovation peut-être, la créativité va peut-être se reporter sur des choses plus culturelles, plus créatives. La récession, mais la récession c'est un état d'esprit. Non? J'ai raté un truc là? Il y a toujours eu des crises. En fait, la seule inconnue, c'est la durée des cycles, mais on a toujours eu des crises financières, des crises immobilières. Donc ça, c'est juste une conjonction de plusieurs choses, mais ce n'est qu'une crise parmi tant d'autres. J'ai toujours cette phrase de Einstein par rapport aux difficultés. And he used to say, il avait l'habitude de dire, it's in difficulty that lies opportunities. Reste l'autre casquette de Loïc Lemeur, celle d'organisateur de la conférence Le Web, qui se déroulera en décembre à Paris, une conférence qui, vu la conjoncture, va se concentrer sur du concret. Donc on va notamment analyser tous les modèles économiques pour générer des revenus. Exemple, il y a un nouveau secteur économique entier qui est en train de naître autour des objets virtuels. Vous savez, la petite fleur qu'on peut, sur un site comme Hot or Not, offrir à quelqu'un pour draguer, $10. Bon, bah, ça a l'air de rien, mais c'est, je pense, une opportunité de génération de revenus très importante. Donc on va voir ça au web. Le web devenu le second événement du genre dans le monde, évidemment, plein écran. Il sera. Voilà, avant de se quitter, comme toutes les semaines, coup d'œil sur l'un des secteurs de la technologie qui, lui, ne connaît pas la crise, en tout cas pas pour l'instant. Il s'agit évidemment du jeu vidéo, c'est la chronique de Guillaume Delalande. Au menu cette semaine, la Xbox fait son lifting logiciel, Lara Croft se dévoile devant vous et le grand retour de Doom, et en plus c'est gratuit. Ce n'est pas une nouvelle si vous possédez une 360 et en bon gamer que vous êtes, vous l'avez mise à jour. Et cadeau, c'est tout neuf dedans, refonte complète de l'interface, très classe et personnalisable selon des thèmes qu'on essaiera évidemment de vous vendre. Autre grande nouveauté, la possibilité d'installer ces jeux directement sur le disque dur de la console, de quoi enfin profiter de sa ludothèque sans avoir l'impression qu'on a un A380 qui décolle dans votre salon. Dernière arrivée, les Mi, enfin les avatars qui font leur apparition, beaucoup plus stylés que leurs confrères de Nintendo, notamment au niveau de la garde-robe et des accessoires de mode disponibles. On les retrouve avec joie dans des mini-jeux, et puis comme ça, maintenant, on sait à qui on parle en ligne, et parfois on se dit que c'était peut-être mieux avant. Vous l'attendiez, celle qui fait des tout petits ponts retournés arrière au bord d'un précipice est enfin de retour. Lara Croft, la vraie, en HD et tout en forme. Nous l'avons rencontrée au salon du jeu vidéo. Et oui, Lara, dans la vraie vie, elle joue aussi à ces jeux. I have played the games. I've been playing Tomb Raider Anniversary. I'm much better at doing the real thing. She's been motion captured for the first time, so her movements are more fluid and more believable. She's got this really cool chimney jump that she does now. So you've got like 2 walls and she jumps from side to side. And it's really cool. Can you do it for us, just right now? Well, right now.
Oh, I don't think these walls would stand it. Maybe later. Voilà, alors sinon le jeu, il déchire, surtout si vous avez aimé le tout premier épisode. C'est un grand retour aux sources bénéfiques de la plateforme exploratrice avec de gros flingues entre les mains, ça fait toujours plaisir. Le tout bénéficiant d'un environnement HD parfaitement maîtrisé. Et puis Lara maintenant, elle peut faire plein de trucs. It's really strange. She goes through the jungle and she moves all of the foliage away, which is what you'd expect to do if you were in the jungle, wouldn't you? Voilà, bon alors là on écarte bien les herbes dans la jungle, là. Voilà, merci Lara, elle est parfaite. Le chiffre de la semaine, ils sont de 2,8 millions en 24 heures. C'est le nombre d'exemplaires vendus de l'extension de World of Warcraft, la colère du roi Lich. 2,8 millions en 24 heures, ce qui fait tout de même 117 000 à l'heure, 1944 à la minute ou encore 32 jeux chaque seconde, et qui a dit que le jeu PC se portait mal. Et justement, le bonus de la semaine est sur PC, c'est le grand retour de Doom, et c'est gratuit, en flash, sur le site newsgrounds.com, une version complète au pixel près de l'original de 1993, oui, c'était au siècle dernier. Alors pour ceux qui auraient moins de 15 ans, vous pourrez enfin comprendre pourquoi votre papa ou votre grand cousin rigole en coin quand vous lui parlez de Gears of War, parce que mon petit, Doom c'était autre chose, hein. Alors d'accord, il n'est pas de l'âge. Voilà, cette émission se termine à San Francisco et sous la brume. Il n'y a pas que du soleil en Californie. Merci à tous d'avoir suivi ce plein écran. Merci à Jérémy Abou qui en a signé toutes les images. Merci à Elisabeth Hilaregui qui les a montées. On se retrouve la semaine prochaine à Paris. Excellente semaine à tous.